C'est l'heure à présent de l'invité au cœur de l'info, avec qui on va évidemment revenir sur toute cette actualité, cette première semaine de guerre au Moyen-Orient, frappes américaines et israéliennes donc sur Téhéran pour décapiter les représentants du régime, ainsi que sur d'autres localités abritant des sites stratégiques. Riposte iranienne ensuite contre Israël et contre de très nombreuses cibles militaires, civiles, économiques, un peu partout au Moyen-Orient. Israël, par ailleurs, a aussi étendu son offensive contre l'allié de Téhéran, le Hezbollah libanais, en frappant, vous l'avez vu, son fief dans le sud de Beyrouth et en entamant une incursion au sol dans le sud du Liban, faisant au moins 300 morts et 450 000 déplacés selon un tout dernier bilan. Un embrasement régional dont nul ne sait quand il prendra fin, d'autant que Donald Trump a prévenu l'offensive sur l'Iran pourrait durer des semaines. On en parle donc ce soir avec notre invitée Sepideh Farsi. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice d'origine iranienne. Je mentionne d'ailleurs votre film Put Your Soul on Your Hand and Walk, portrait de la photojournaliste palestinienne Fatima Assouna, tuée à Gaza en avril 2015. Et je précise que vous êtes donc exilée en France depuis 1984. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24 et surtout dans ces circonstances qui vous touchent personnellement. Alors tout d'abord sur ces frappes sur l'Iran qui se poursuivent. On l'évoquait à l'instant, notre correspondant nous indique que Téhéran est en ce moment même pilonné, notamment le sud de la capitale. 3000 cibles au total déjà frappées selon les États-Unis, qui ont déjà fait quelques 1172 morts, dont 194 enfants, selon le décompte de l'ONG Rana. Une bonne partie de la population sur place, on le sait, est partagée entre, depuis le début de cette guerre, d'ailleurs, entre l'espoir, disons, de voir ce régime disparaître et puis cette peur d'être tout simplement tué dans ces frappes. Est-ce que vous partagez ces sentiments ambivalents ? Absolument. Comment ne pas les partager ? Non, sur le fait que la très grande majorité des Iraniens et Iraniennes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, veulent la fin de ce régime, je pense qu'il y a unanimité. Et il y a une base à l'intérieur, mais je pense qu'elle est de plus en plus réduite. Et ce sont des gens qui travaillent vraiment de près avec le régime, qui sont payés par le régime ou qui font partie des gardiens, qui sont membres des gardiens de la Révolution ou de leur famille, enfin proches. Mais les gens, les Iraniens, ont montré combien ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Fin décembre, début janvier, les 8 et 9 janvier, on a vu comment ils sont prêts à tout, en fait, pour en découdre avec ce régime. Néanmoins, aujourd'hui et depuis une semaine, depuis samedi dernier, je regarde les frappes, j'observe ces frappes qui sont quand même illégales, je tiens à le rappeler, puisque c'est une décision unilatérale d'abord de Donald Trump avec Netanyahou, et puis le régime iranien évidemment réplique forcément, et ça embrase la région, et je suis donc inquiète évidemment pour l'Iran, mais pour toute la région. Et le Liban, vous l'avez cité, mais les morts iraniens, les témoignages, le peu de témoignages qui nous arrivent font état d'un désespoir à la fois très grand et en même temps d'une peur, comme vous l'avez dit, et ils sont désemparés. C'est-à-dire que le régime iranien, en fait, ne propose rien. Contrairement à d'autres pays qui sont préparés quand même à des... On n'est jamais prêt pour une guerre, mais il y a quand même des pays et des régions où il y a des bunkers, où la sirène fonctionne, veut dire une chose spécifique, où les gens sont entraînés. Par exemple, en Israël, je pense que la population est quand même plus prête, préparée, pour des raisons qui sont logiques. Mais je veux dire, la population iranienne, elle est totalement livrée à elle-même, quoi. Donc, on le sait, Internet est d'ailleurs coupé quasi totalement, à 99% dans le pays. Impossible donc pour les Iraniens, y compris ceux de l'étranger, de prendre des nouvelles de leurs proches, de leur famille, ou de s'informer tout simplement correctement sur ce qui est en train de se passer. Vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous avez quelques nouvelles quand même de votre famille, vos proches qui sont sur place ? De façon très, très parcellaire, j'ai reçu un SMS d'un ami au bout de 7 jours qui m'a juste écrit « Nous allons bien, on vous aime ». Un cœur. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'est déchirant. Moi, j'étais inquiète, évidemment. Ma mère, je ne lui ai pas parlé depuis 8 jours. Je reçois des nouvelles par-ci, par-là qu'elle peut envoyer à des gens qui ont des cartes SIM iraniennes, parce qu'en fait, c'est ça aussi, les cartes SIM iraniennes peuvent fonctionner avec d'autres cartes SIM iraniennes, mais pas avec les autres téléphones. Le WhatsApp est coupé, ça dépend des gens, ça dépend de leur accès. Il y en a qui ont Starlink, il y en a qui arrivent à avoir des VPN qui coûtent de plus en plus cher, mais tout le monde n'en a pas. Et puis, la dernière fois que j'ai eu ma mère, elle me disait
moi, je veux même pas m'informer. Ça me fait tellement peur, ça m'angoisse. De toute façon, on est obligé de subir ce qui va nous arriver. On ne peut rien faire. Un peu plus de nourriture, un peu moins de nourriture, on va être confronté à quelque chose à de l'indicible. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là. Moi, j'ai lu quand même, il y a des gens qui arrivent à envoyer des témoignages, parfois par WhatsApp, dans des groupes, et parfois sur un journal de la diaspora qui les publie. Et c'est toujours un peu la même chose, un peu le même état d'esprit. Il y a de l'espoir que le régime parte, mais personne ne sait rien. Et moi personnellement, ce qui me fait peur, c'est quand Donald Trump appelle à une capitulation et qu'il dit qu'il veut, lui, nommer le prochain leader ou guide, selon les mots qu'il emploie du pays. Ça me fait extrêmement peur. Ça pourrait vouloir dire négociation partielle avec une partie du régime donc qui resterait en place, et ça c'est la pire. Comme ça a été le cas au Venezuela. Exactement. Avec Delcy Rodriguez. Et ça on le prévoyait depuis le début, que c'était un des scénarios, disons, possibles. On ne sait pas encore où on va. Alors, Khamenei, donc tué aux côtés d'une bonne partie des dignitaires du régime. Ce régime, en tout cas, il est condamné, selon vous? Oui. Écoutez, c'est un régime qui n'a plus de base, ou une petite base, qui n'a plus de légitimité depuis longtemps. C'est quoi, 15% à peu près de la population? 10 à 15%, je dirais. Bon, après, moi, je ne suis pas politologue, mais d'après ce que je vois, d'après ce qu'on voit dans les manifestations, ce que l'on imagine et puis ce qu'on a vu en face. C'est-à-dire que quand les gens sont sortis, fin décembre, début janvier, on a vu les masses qui sont sorties, malgré les balles. Et là, ça veut dire quelque chose dans toutes les provinces iraniennes. C'est pas juste Téhéran, c'est pas juste les grandes villes, même dans des villages, dans des toutes petites villes. Ils étaient là, des jeunes, des enfants même. Enfin, tout le monde était dehors, quoi. Ça veut dire quelque chose. Et c'est de plus en plus massif. C'est cette vague de protestation, en fait. On l'a vu depuis 2000. Les derniers chapitres, disons, de ce soulèvement, 2009, 2017, 2019, 2022, et là, et ils sont de plus en plus nombreux, malgré la répression. Donc, je dirais que la base s'est vraiment réduite. Maintenant, la répression est d'autant plus féroce que le régime est aux abois, en fait. Moi, je le mesure aussi, je le lis aussi. Vous craignez qu'elle s'accentue d'ailleurs dans le contexte actuel? Oui, et il y a les prisonniers politiques. Il y a eu 53 000, je crois près de 53 000 arrestations, avec déjà plusieurs dizaines de milliers les chiffres ne sont pas très précis, mais qui étaient déjà emprisonnés. On a beaucoup de prisonniers politiques. Moi, je crains vraiment une vague massive d'exécutions. Les arrestations continuent. C'est ça aussi qu'on craint, en fait. C'est un autre massacre. Malgré ces frappes actuelles, donc américaines et israéliennes, on voit que l'Iran conserve quand même une capacité de riposte certaine. Donc beaucoup de pays, notamment du Golfe, sont visés, mais aussi l'Irak. La Turquie dit avoir intercepté également un missile. Comment est-ce que vous interprétez cette riposte tous azimuts? Je pense que le régime se sentant très isolé, de fait, puisque déjà ses proxys ont été touchés, lui-même est très isolé, malgré le soutien partiel ou on va dire effectif, mais partiel quand même, de la Russie et de la Chine, mais je veux dire qui reste théorique, puisqu'en fait, la Chine ne s'implique pas directement, la Russie d'une certaine manière, mais bon, ça n'est pas suffisant. Le régime, à mon sens, essaye de maximiser les dégâts autour, dans les pays alentours, de façon à pouvoir mettre la pression sur les États-Unis, surtout, pour arrêter la guerre, pour arriver à une fin des bombardements, en fait. Donc, cette façon je ne l'expliquerai pas autrement, parce que ce n'est pas logique d'attaquer les pays du Golfe pour se faire d'autres ennemis, si ce n'est de maximiser, en fait, et puis la fermeture du détroit d'Ormuz qui influe sur le flux des carburants et du gaz, donc, et le taux, la cour de vente des énergies fossiles qui, en fait, prend de plein fouet tout le monde. D'une certaine manière, ici aussi, on va en ressentir Donc, c'est une façon de faire payer cette guerre à une partie plus large du monde, de façon à ce que d'autres pays interviennent
Pezeshkian le disait hier, le président iranien, qu'il y avait des pays qui étaient en train de faire la médiation pour mettre fin à la guerre. Ça veut dire que, bon, alors, est-ce que c'est du bluff? C'est possible aussi, hein, on ne sait pas. Mais je pense que c'est une stratégie qui est à la fois militaire et très politique aussi, évidemment, pour pouvoir gagner sur les deux tableaux. Alors, en face, les États-Unis, je ne sais pas quelle est la stratégie de Trump. Franchement, quand on l'écoute... je sais pas, enfin, quand il se donne une note entre 0 et 10, de 12 ou 15, voilà, ça dit ce que ça dit. Hein. Des frappes, en tout cas, qui interviennent, vous avez commencé à l'évoquer quelques semaines après cette répression sanglante par le régime iranien du moment de contestation. Certaines ONG ont parlé à l'époque de 20 000 morts en 48 heures seulement. Le timing de ces frappes américaines, notamment, qu'est-ce que vous en pensez? Ça intervient trop tard? Oui, je dirais que... Alors, moi, je suis, par principe, contre l'intervention unilatérale de cette façon. C'est-à-dire que, pour moi, ça, c'est d'abord, je tiens vraiment à le dire, la faillite de la communauté internationale. Qu'on en arrive là, à ce qu'un Donald Trump et un Benjamin Netanyahu décident, eux deux, d'attaquer l'Iran, qui est un pays souverain, même si je suis contre le régime et je voudrais qu'on en finisse avec. Ça veut dire que la communauté internationale n'a pas fait son boulot, son devoir. Et c'est très dangereux, pas uniquement pour l'Iran, pour la suite du monde et la démocratie mondiale. Ça, c'est une chose. Ensuite, s'il fallait attaquer, même si je suis contre, s'il fallait, puisqu'il avait promis, Donald Trump, il avait dit l'aide arrive, tenez bon, attaquez-vous aux infrastructures, voilà. Et ça a donné quand même le bâton, je veux dire, un prétexte au régime iranien pour taper encore plus sévèrement sur les dissidents, sur les manifestants. Pourquoi ils ont attendu si longtemps? Alors, il y en a qui disent oui, il fallait se préparer, etc. Ils auraient pu quand même faire des attaques ciblées symboliques pour casser, en fait, cette vague de répression. Non, en fait, il a continué à faire de la com, à négocier surtout avec le régime. Imaginez si le régime iranien avait accepté ces négos. Il serait arrivé quoi? Il n'aurait pas attaqué. Et en plus, moi, ça me ramène au juin 2025, à l'issue des 12 jours de frappe. Il avait annoncé que les capacités nucléaires et balistiques, mais surtout nucléaires iraniennes, étaient très, très touchées, voire même inexistantes. Eh ben, visiblement, ça n'est pas le cas, puisqu'il en reparle. Donc, où est la part de vérité, en fait ? Difficile à savoir, effectivement. Toujours concernant cette vague de répression sanglante de janvier, et c'est votre carte blanche du jour que vous avez sélectionnée à ma demande, vous vouliez revisionner des vidéos que vous m'avez fait parvenir des funérailles de victimes justement de cette répression des 8 et 9 janvier, qui se sont transformées, dites-vous, par endroits, en tout cas en célébration par ces familles. On va pouvoir visionner bientôt ces vidéos à l'antenne. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire au sujet de ces funérailles qui vous ont marqué ? Je suis admirative vraiment devant le courage et la résilience de mon peuple, malgré toutes les tout ce qu'ils subissent. Ils font montre en fait d'inventivité et d'une force incroyable. Lorsque vous perdez un proche, et ça, c'est au nord d'Iran. Il y en a du sud, il y en a du nord. C'est très varié. Enfin, selon les musiques, j'arrive à reconnaître, quand on a le son, on arrive à reconnaître les régions. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, ils ont transformé les funérailles ou les cérémonies de commémoration du 3e, 7e, 40e jour, puisqu'on les commémore comme ça, à cette cadence, en célébration d'une lutte, en fait. Et ils disent souvent, cette fleur a été offerte à la patrie. C'est ce qu'ils chantent en tapant dans les mains, en dansant. Et je trouve ça extrêmement fort comme geste. Enfin, c'est fort incroyable. Et en fait, on avait observé déjà, depuis 2022, un peu une tendance. C'est-à-dire que quand on perdait les jeunes, pendant le mouvement Femmes et Liberté, les familles ne publiaient pas une photo mortuaire avec un ruban noir. Elles publiaient des photos et surtout des vidéos de danse. Des enfants qu'on avait perdus, des jeunes qu'on avait perdus. Et donc, ça a commencé là, déjà, en 2022. Et puis, maintenant, ça prend une dimension encore plus publique, puisque les gens, en plein cimetière, en fait, se mettent à danser, ce qui est absolument inédit. Et puis, en plus, ils défient non seulement le deuil et la perte,
il défie la religion, puisque en principe, en Iran, pays musulman, on récite le Coran, et puis le deuil, en général, c'est quand même triste, etc. Là, la tristesse se voit, mais il y a quelque chose comme une rage révolutionnaire et une force incroyable que je sens dans ces vidéos. Et à laquelle vous vouliez rendre hommage ce soir. Merci beaucoup, Sebide Farsi. Je mentionne quand même que vous organisez un concert de solidarité avec le peuple iranien. Ce sera le 15 mars prochain au New Morning. Merci encore d'être venu dans le cœur de l'info ce soir pour commenter donc cette actualité qui vous touche personnellement. Donc toutes ces frappes qui se poursuivent ce soir sur l'Iran, notamment sur le sud de Téhéran. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Je voulais juste dire que Ispahan a été très très durement frappé aujourd'hui. J'ai vu on en a parlé tout à l'heure. Déchiré. Parce que c'est une ville qui est magnifique d'abord, et puis c'est vraiment le centre historique de l'Iran aussi, et ça a été très très durement frappé aujourd'hui. Et on va continuer à en parler bien évidemment dans notre prochaine édition. Merci encore Sebide Farsi, restez avec nous sur France 24, l'actualité revient dans quelques instants.